Bonjour, bienvenue à tous sur un nouvel épisode du Retour au réel. Aujourd'hui, j'ai la joie de ne pas être seul. Je suis avec Greg Calto. Bonjour Greg. Bonjour Victor. Et donc du coup, nous allons évoquer le parcours de Greg, ses ouvrages, les sujets sur lesquels il a travaillé. Alors comment je t'ai connu? Eh bien, tout simplement parce que tu m'as fait la délicatesse et l'honneur de m'envoyer tes 2 livres qui sont donc sur des sujets qui me sont particulièrement à cœur, hein, puisqu'il s'agit de parler de vertu, de courage, de refaire des hommes. Et d'abord, du coup, dans un premier temps, Greg, j'aimerais bien que tu te présentes, parce qu'en fait, je ne te connais pas personnellement. C'est la première fois qu'on se rencontre, on n'est pas en train d'enregistrer à distance. Il se trouve qu'on n'habite pas très loin l'un de l'autre en Normandie. Donc voilà, est-ce que tu pourrais nous présenter un petit peu ton parcours ? Eh bien, je m'appelle Greg Calto, je viens du sud-ouest de la France, où j'ai grandi. J'ai étudié différentes choses, dans un premier temps le commerce, la finance, l'entrepreneuriat. J'ai travaillé pendant de nombreuses années en entreprise. J'ai étudié par la suite la philosophie, la théologie, l'anthropologie, le catéchisme comme adulte. Voilà. Et j'ai aussi quelques expériences annexes, dont une petite connaissance du milieu militaire, disons. Okay. Voilà. Et ton parcours religieux, t'es né dans une famille chrétienne, toujours pratiquant, ou c'est quelque chose qui est venu plus tard Alors, je suis ce que l'Église actuelle appelle un recommençant, c'est-à-dire que j'ai reçu le sacrement du baptême, la confirmation, plutôt dans la première partie de ma vie, mais que je suis vraiment venu à la foi catholique quasiment à 30 ans. Voilà. Donc, mais c'est une conversion, hein, littéralement. Voilà. La différence, c'est que le baptême avait été reçu étant enfant. Et j'ai grandi dans une famille qui est plutôt, disons, de culture catholique, sans plus. Voilà. Et donc du coup, ce qui est dans ton parcours, tu évoquais donc à la fois des études, à la fois une expérience militaire. Qu'est-ce qui a été un petit peu déterminant entre, on va dire, ton parcours et tout simplement les sujets de tes livres ? Il y a une question qui s'est posée à moi à un moment donné, c'est la suivante. Ayant vécu toute une partie de ma vie sans le Christ, je viens de l'expliquer, et une partie qui est généralement une partie où on vit quelques expériences un peu d'aventure, etc., qui est la vingtaine, c'est posé à moi une question qui était fondamentale, c'est comment est-ce qu'on fait pour être un homme ou le rester, ou même le devenir complètement en ayant le Christ, sans cesser de l'être. Parce qu'on a l'impression aujourd'hui, et c'est assez malheureux, que pour être un catholique, il faut cesser d'être un homme, et que si on est un homme, on ne peut pas devenir catholique, parce que si on devient catholique, on cesse de l'être. Voyez ? Et ça, c'était quelque chose qui me taraudait. Et je me disais, c'est pas possible que celui qui est toute l'humanité, et toute l'humanité masculine en l'occurrence aussi, spécifiquement, c'est pas un genre neutre, le Christ, vous voyez, c'est un homme masculin. C'est pas possible que celui qui soit ça ne donne pas la voie pour devenir intégralement ce que nous, hommes masculins, devons devenir, et qu'on soit obligé de se contenter d'une espèce d'ersatz, de féminisation, voilà. Et ça me paraissait pas logique, en fait, ça me paraissait pas logique. Et la question, c'était comment est-ce qu'on emboîte le socle gréco-romain de l'intelligence rationnelle, de la culture des vertus, de la vie bonhomme, que je pense, vous voyez, par exemple, les militants, les militaires, les types qui vivent un peu en bande, les gars qui ont des copains connaissent, en fait, on fait des trucs de mecs ensemble et c'est bien. Et comment on adjoint ça au dôme de ça. Comment on passe du carré à la voûte, quoi. Comment on met la clé de voûte qui est le Christ et comment on arrive à tenir tout l'édifice ensemble sans se passer ni du bas ni du haut, quoi. Voilà. C'était un peu l'enjeu. Donc j'ai initié une recherche fondée sur beaucoup de lectures, dont j'ai préservé le lecteur pour ne pas appesantir le livre avec une biographie étouffante. Mais cette recherche-là m'a mené à essayer de faire cette synthèse entre les choses du bas et les choses du haut, et comment, de manière très pratique, on pouvait et on devait redevenir un homme aujourd'hui, parce que c'est un enjeu majeur de l'époque. Et alors du coup, si on passe un peu au livre, donc, il me semble, chronologiquement, le premier c'est L'homme intégral, la méthode complète pour redevenir les hommes. Et comment, en gros, voilà, ce livre, tu viens d'un peu l'expliquer, mais est-ce que tu pourrais développer comment t'es venu le projet d'écrire un livre, parce qu'en fait, on pourrait dire, voilà, il y a les idées, mais il y a le fait d'un moment donné, de prendre le temps, de se dire, je vais publier. Comment cette idée-là, déjà, t'es venue ?
L'idée de la publication Ouais, ouais. Ok. Enfin, l'idée même de l'écriture d'ailleurs, enfin, écriture-publication. Mais... L'idée, alors, il se trouve qu'à un moment donné de ma vie, en 2018, parce que la date est mise à la fin du livre, j'ai eu une période qui s'est imposée à moi de 4 mois, où j'étais géographiquement circonscrit dans un lieu et j'avais un temps devant moi et il fallait que j'en fasse quelque chose. Donc j'ai choisi de faire ça. Voilà. C'est là que je m'y suis attelé. La deuxième partie de ta question, pardon, c'était du coup, voilà, Ah oui, il y a l'écriture comment on y vient, et voilà, enfin, qu'est-ce qui a été déterminant un petit peu dans le projet, tout simplement, de manière générale C'était cette question, c'est comment on tient ensemble la base en fait de l'anthropologie philosophique, c'est-à-dire des Grecs et des Romains, comment on prend Marc Aurèle et comment on fait Saint-Maurice avec, c'est-à-dire enfin, comment on passe de l'un à l'autre, comment on tient les deux ensemble. Et donc je me suis basé sur beaucoup de lectures et j'ai entrepris, moi méthodiquement, mais d'abord pour moi en fait, cette synthèse. Ce qu'il me fallait, c'était la jonction entre les deux. Je pressentais qu'il y avait deux parties. Donc en gros, on pourrait dire, enfin peut-être un peu pour les plus jeunes de nos auditeurs, il y avait une synthèse en gros de faire le lien entre la manière dont le monde païen, le monde non chrétien, hérité donc de toute la philosophie romaine, stoïcienne, grecque, d'Aristote, etc. Oui. Comment est-ce que ces philosophes-là ont sculpté peut-être en gros ce qu'était, ce que selon eux l'homme est, et selon la nature d'ailleurs, et d'autre part, en gros, le christianisme qui apporte en quelque sorte quand même quelques éléments un petit peu révolutionnaires par rapport au monde païen. Complètement révolutionnaire, mais qui doit venir normalement compléter ce qui précède. Donc en gros, en fait, voilà, juste pour bien le dire vraiment à un auditeur, en gros, l'idée qu'il n'y a pas de rupture anthropologique de rupture sur l'homme, entre d'un côté l'héritage païen grec-romain et le christianisme. Tout à fait. Il n'y en a pas, il ne doit pas y en avoir. C'est un problème s'il y en a une. Si vous devenez catholique en cessant d'être vertueux, déjà d'une part, vous n'êtes pas catholique, c'est pas possible. Et en plus, c'est un vrai gros problème, quoi. Et ça va être un problème pour vous d'ailleurs. Vous allez avoir des problèmes à cause de ça, c'est sûr et certain. Donc c'est nécessairement. Mais de manière pratique, il faut encore pouvoir le réaliser et pour le réaliser, comme toute chose, il faut au moins le comprendre un tout petit peu. On n'avance pas complètement à tâtons et il fallait trouver le domino. Vous voyez, comme avec les fils électriques, on trouve le domino pour faire une jonction entre deux circuits. Mais là, c'était pareil. Comment on fait la jonction entre ce que vous avez écrit, le très bon paganisme gréco-romain qui nous précède, etc., et avec ce qui succède dans une époque qui est la nôtre. Parce qu'on est toujours les hommes d'un lieu et d'un temps, et nous, on est des Français de l'an, aujourd'hui 2024. Et donc c'est comment aujourd'hui on vit ça aussi de manière à la fois intemporelle, et pour les faire face aussi aux enjeux qui sont les nôtres, quoi, à nous, typiquement, quoi. Et du coup, donc ce livre, donc tu as mis à peu près 4 mois à l'écrire ? Ouais. Okay. Ouais. Et donc après, toi, en ayant étudié, du coup, comment est-ce que tu as justement réussi un peu à emmagasiner toute la matière intellectuelle qui t'a permis d'écrire ce livre ? Pour la rédaction ? Ouais. Alors moi, j'ai une méthode d'écriture qui est la suivante. J'écris énormément et après, j'élague. D'accord. Voilà. J'écris beaucoup et après, je pense au lecteur. Et j'essaie de faire en sorte que c'est vraiment pas un livre pour moi, c'est un livre pour qu'il serve aux gens, quoi. Voilà. Mon grand maître en écriture, je le dis très simplement, c'est Claude Tresse-Montan. Claude Tresse-Montan, c'est un professeur de philosophie qui a enseigné dans les années 70 à la Sorbonne, dans une époque où vraiment le milieu intellectuel français était très versé dans le matérialisme du fait de la prégnance des idées marxistes. Voilà. Et lui arrive à la Sorbonne, c'est un philosophe, c'est un agrégé de philosophie, il est catholique, c'est quand même pas une époque où on peut le claironner, et donc il va aborder la révélation chrétienne d'une manière très particulière, il va l'aborder par le truchement de la raison, quoi. Voilà. Il fait un cours sur, par exemple, Saint Paul, ou sur d'autres thématiques qui sont typiquement religieuses, mais il dit, voilà, comme par exemple dans son livre L'enseignement de Yeshua de Nazareth, il dit, on étudie aujourd'hui la doctrine de Bouddha, de un tel, etc. Pourquoi on ne s'intéresserait pas à la doctrine et à la pratique d'un certain rabbi nazaréen, Yeshua de Nazareth, qui a vécu il y a 2000 ans. Voilà. Et il va travailler comme ça pendant plusieurs décennies, et ses livres, que vraiment j'encourage nos auditeurs à se procurer, parce que ce sont des modèles de pédagogie, vraiment, il n'y a pas besoin d'avoir un énorme bagage pour commencer à lire Tresse-Montan. Ce qui est sûr, c'est que quand vous avez fini un livre, vous n'êtes plus le même, quoi, voilà. Et Claude Tresse-Montan avait vraiment cette pédagogie de faire progresser le lecteur et ses étudiants avec lui,
Et je dois dire que quand j'écris, j'essaie de penser, de laisser, hein, j'entends, j'essaie de penser à lui, parce que c'est vraiment quelqu'un qui prend les gens par la main pour les amener à la vérité, hein, tout simplement. Voilà. Et du coup, parce qu'on voit dans ton livre, alors moi j'ai aussi fait des études de philosophie et donc je vois, en lisant ton livre, je voyais tout de suite la structure qui était sous-jacente à ton écriture. Mais toi, comment est-ce que justement tu as acquis cette formation parce que du coup, tu ne l'as pas acquis par tes études directement? Non, pas initialement. Il y a eu deux choses, il y a eu deux épisodes. La première, c'est que j'ai fait un petit passage en communauté religieuse où j'ai étudié... Où ça, si c'est pas indiscret? Alors c'est en séminaire diocésain, très exactement. Ouais. Voilà. Je dis, et donc ça a été plutôt une propédeutique philosophique. C'est là que j'ai compris que la philosophie était tout autre chose que ce qu'on nous enseignait au lycée. Vous voyez, il y a eu ça qui a été le pied à l'étrier. Et j'ai eu quelqu'un à qui j'ai dédié ce livre, que j'ai rencontré, qui est le père Yves Touraine, qui est un franciscain, qui m'a fait rentrer en philosophie, comme on dit. Voilà. Et c'est à lui que je dois d'avoir chopé le virus de la philosophie, tout simplement. Et ensuite, parce que toi, Victor, tu as étudié à l'IPC. Tout à fait. Alors, il faut dire pour nos auditeurs qui ne connaissent pas l'IPC que c'est certainement le seul endroit accessible aux laïcs où on étudie très bien la philosophie, où on apprend en fait à penser. Alors, il y en a quelques autres en France, mais effectivement, ça fait partie, en tout cas, enfin moi, en tout cas, sans faire de jugement et d'hiérarchie absolue, je reconnais que cet endroit, en tout cas, était vraiment un lieu très formateur parce que, justement, comme tu l'as un peu évoqué à travers cette notion de pédagogie, où il y a énormément de cours, on est très accompagné, enfin, voilà, tout à fait. Voilà, et comme l'IPC, pour aller au cours de l'IPC, il faut être en présentiel à Paris, j'ai trouvé le moyen de suivre les cours en me faisant enregistrer des cours fondamentaux de l'IPC. D'accord. Comme envoyé. Voilà. Excellent. Avec l'accord évidemment de la direction, c'était pas des enregistrements pirates. Hein, Et voilà, donc ça, plus énormément de lectures, je ne sais pas moi, Pinker, Sans morale, toute la collection Beauchesne, des manuels fondamentaux, donc les cours Roger Verneau, vous voyez, des choses comme ça. Évidemment, on tombe tôt ou tard sur Saint Thomas d'Aquin. Après, en anthropologie, des choses comme Aline Lisotte, Pascal Ide a fait quelques bons bouquins fondamentaux d'anthropologie, par exemple Le corps à cœur, etc. Alexandre Diani Navarre pour toute la partie tempérament, caractère, vertu, et bien d'autres choses encore. Voilà. Donc j'ai beaucoup lu, tout simplement. Non, mais en tout cas, c'est assez incroyable de l'avoir fait en plus des études, quoi, parce que moi, entre guillemets, j'ai pas trop de mérite. J'ai choisi à faire une licence puis un master, j'avais que ça à faire, entre guillemets, et c'était mon devoir d'état que d'étudier ça. Mais je sais pas, j'aurais jamais été capable, je pense, de faire ça en plus d'autres études, etc. Donc, non, c'est effectivement... impressionnant. Alors on va rentrer peut-être un petit peu sur alors déjà, non, avant d'évoquer le sujet, il y a un deuxième livre, donc là qui est plutôt un roman, carrément, L'Armada. Alors est-ce que tu peux nous en dire un petit mot, et puis après on rentrera sur les sujets qui peuvent les lier en particulier. Alors Armada, c'est un produit un peu plus inflammable que L'Homme intégral. C'est une courte fiction qui raconte une fiction, hein, ça il faut vraiment le rappeler, d'une poignée de jeunes gens qui vivent dans un pays qui ressemble étrangement au nôtre, disons, et qui vont réconcilier tout ensemble le meilleur de l'université, c'est-à-dire de l'exercice de la raison et de l'intelligence, le meilleur du monastère, c'est-à-dire en fait de la vie religieuse vécue, et le meilleur de l'armée, c'est-à-dire la discipline et l'orientation commune dans une action, pour s'atteler à une tâche qui est à mon avis d'importance, toute fiction mise à part, qui est celle de la réflexion d'une élite d'hommes véritables. Élite, c'est élite forcément populaire, c'est-à-dire des gens comme vous et moi, comme Victor et Greg Calto, comme nos auditeurs, c'est-à-dire des gens qui sont amenés, quoi qu'il arrive, à avoir des responsabilités dans le futur, dans leur vie, etc., que ce soit père de famille, chef d'entreprise, pompier, infirmier, menuisier, charpentier, qu'importe, voilà. Ou bien des responsabilités politiques plus en vue, mais de refaire des hommes qui soient dotés de la substance nécessaire. Voilà. Alors dans la fiction, ça ne va pas se passer exactement comme prévu. Impatience, au contraire, peut-être vue politique véritable, on ne sait pas, mais en tout cas, il va y avoir quelques péripéties qui vont faire passer à l'action un certain nombre d'éléments de cette organisation. Mais voilà, je laisse le lecteur se faire son idée, s'il le souhaite, sur le jugement qu'on peut apporter à cette épopée.
Alors, du coup, on peut peut-être évoquer le cœur du sujet dans ton travail de manière générale, puisqu'il y a plusieurs, il n'y a pas qu'un seul livre. Tu parles donc de redevenir un homme, par le moyen, en particulier, des vertus. Alors déjà, est-ce que tu peux expliquer un petit peu à nos auditeurs, pour toi, qu'est-ce que ça signifie redevenir un homme, refaire un homme? C'est une très bonne question, une très vaste question. Je crois que Saint Thomas d'Aquin dit que ce qui différencie simplement l'homme de la femme, c'est au final vraiment que le mode de la génération. Tout le reste est de l'ordre de la qualité. Enfin voilà, il n'y a pas tant de différence que ça, mais redevenir un homme, c'est redevenir conforme à ce qu'on doit être. Voilà. Alors après, moi je propose une recette. Enfin, je propose, oui, une méthode, disons. Ça peut sembler un peu développement personnel comme ça. En fait, c'est beaucoup plus simple que ça. C'est ce qui me semble être la recette la plus pratique pour faire des hommes véritables. Et cet homme, pour moi, il est constitué de différentes choses. Il a une base vertueuse, notamment des 4 vertus cardinales, qui ne sont pas les seules, mais c'est un peu les 4 coins de la maison, quoi. C'est vraiment la base de la base, ce sans quoi on ne peut pas faire grand-chose. Là-dessus, il y a l'édifice de la foi qui vient donner de la hauteur à tout ça, et qui vient notamment par les vertus théologales, qui sont cette fois des vertus qui arrivent d'en haut, qui ne sont pas cultivées par l'effort, mais qui viennent compléter l'édifice. C'est un peu comme les voûtes. Tout ça est tenu ensemble par la clé de voûte qui est le Christ. Et la solidité des murs, elle va être donnée par plein de choses. La consistance physique. Le physique, c'est important aussi. Que de physique, peut-être pas, mais le physique, ça fait partie des choses. Je parle aussi de la violence naturelle des hommes. Quand on est un homme, on est naturellement agressif. Voilà. La question, c'est pas de savoir si on doit l'être ou pas l'être, parce qu'on l'est. Voilà. Tout l'enjeu, c'est de moraliser cette violence. En fait, c'est de l'orienter en vue d'un bien véritable. D'où l'utilité de la raison et de l'intelligence. Donc un homme, c'est aussi quelqu'un qui utilise sa raison, son intelligence, pour déterminer là où il doit aller et comment il doit y aller. Voilà. Et comme on ne vit pas seul, on vit avec ses semblables, il y a aussi une dimension collective, voilà, dans le fait de devenir un homme. Parce qu'on ne devient pas un homme tout seul dans son coin. Évidemment, il y a une partie de passage au désert dans toute vie d'homme, mais on devient un homme parce qu'on vit des trucs avec d'autres hommes, en fait, tout simplement. Voilà. Moi, je propose cette recette-là, avec différents composants, qui peut peut-être être améliorée. J'attends les suggestions, évidemment. Alors, première chose qui me vient un peu en tête, c'est souvent quand on évoque ces notions-là, il y a toujours l'objection du virilisme. Ouais. Déjà d'avoir un discours qui s'adresse qu'aux hommes. Ouais. Alors qu'est-ce que tu réponds un petit peu quand on te dit que tu porterais un discours viriliste? Oui, ça c'est une bonne remarque. Évidemment, comme l'homme est un être de relation, je crois que c'est dès Plotin. Plotin dit c'est substantiel chez l'homme, quoi. Donc en fait, c'est même pas de la philosophie antique ou du christianisme de dire que l'homme est un être de relation. Plotin a déjà compris qu'il y a relation dans l'homme. Pour bien que nos auditeurs comprennent, c'est-à-dire qu'on n'est pas fait pour être seul, mais c'est vraiment quelque chose de fondamental. Voilà. C'est pour ça que le bon sauvage c'est faux, ça veut dire que tout le contrat social c'est faux, ça veut dire que tout Rousseau c'est faux, etc. Quoi. Voilà. Bref. Si on a notre relation, ça veut dire qu'on est aussi en relation avec la femme, de manière préférentielle. Ok. Mais je ne voulais pas tomber dans l'autoroute, si je puis dire, de l'anthropologie catholique contemporaine qui détermine l'homme à partir soit du mariage, soit du couple, soit de la femme, systématiquement. Okay. Il se trouve qu'il y a un certain nombre de textes aussi pontificaux, ou en tout cas qui émanent du Vatican sur la question de la femme, il n'y en a aucun sur l'homme. Alors c'est une question qui est un peu, du coup, compliquée à traiter en tant que telle, mais moi je voulais m'y atteler de la sorte. Comme l'époque est très baignée d'un certain féminisme, plus ou moins intelligent, plus ou moins agressif et bête, il est de bon ton de toujours parler de la femme avant d'avoir le droit de parler de l'homme. Je ne voulais pas faire ça, parce que j'estime que c'est indu. Voilà. Et pour ce qui est du virilisme, il y a dans le virilisme, ou enfin disons dans les mouvements qu'on appelle masculinistes aujourd'hui, c'est un genre de réaction, il y a quelque chose de très compréhensible. Mais quand on a fait de la philosophie, comme Victor Robert par exemple, on sait qu'en contraire, c'est pas un contradictoire. Et que c'est que, par exemple, c'est pas en prenant le contre-pied de quelque chose que c'est juste.
C'est exactement comme dans la vertu. Il y a deux vices qui s'opposent, il n'y a qu'une vertu qui les supplante. Et de même que, par exemple, si on prend une autre image, les excès du modernisme dans l'Église des 40 dernières années ne doivent pas s'opposer à un néo-rigidisme asséchant et désespérant pour les fidèles aujourd'hui. Le juste milieu entre les deux, c'est la tradition, tout simplement. C'est ce qui les supplante et les dépasse. Voilà. Et la réaction masculiniste et viriliste, elle est en fait au fond hyper saine. C'est qu'elle dit on veut continuer de survivre et on ne veut pas devenir soit des woke, soit se balader avec des croc-tops et des anneaux aux oreilles, soit se faire islamiser par en fait conformisme social et désir d'insertion, ce qui est logique, ce qui se comprend, soit faire ci dans le mode de vie américain, etc. On veut être des hommes qui sommes des hommes. Mais si vous restez à un niveau horizontal, vous allez forcément tomber malheureusement dans le paradigme moderne. Le paradigme libéral, il est impitoyable. Et je vois que les modes de masculinité qui sont proposés aujourd'hui sont en fait du darwinisme social. C'est-à-dire que Darwin dit, son slogan c'est « Only the fittest survives ». Seul le plus adapté survit. Je constate que le modèle d'un certain virilisme qui est propagé aujourd'hui, ça allie la musculation, c'est le fitness en salle, le nomadisme digital, c'est-à-dire en fait on habite vraiment nulle part, on n'est pas enraciné, on n'a pas de famille non plus, on n'a pas de travail fixe, on travaille avec un ordinateur, et généralement une forme plus ou moins de prédation, c'est-à-dire de parasitisme. Exemple, dropshipping avec la boîte immatriculée au Delaware ou en Irlande. Voilà, bon. Ça, c'est pas des voies recommandables parce que c'est pas des voies qui, en tant que telles, ou de la sorte en tout cas, reposent sur un socle vertueux. Et en tout cas, je dis aux gens, ça va pas vous rendre heureux. La vérité, c'est que vous allez peut-être gagner un peu d'argent, un peu de notoriété, quelques filles peut-être, vous allez vous faire admirer par quelques gars, mais ça va vous coûter bien plus cher et ça aura un goût vraiment beaucoup plus de cendre qu'autre chose au bout d'un moment. Par contre, il y a là-dedans un désir authentique, vital, d'être des hommes et de continuer de vivre et de l'être véritablement. Donc ça, c'est hyper, déjà en soi, très vertueux. Qu'est-ce que tu avais dans la tête quand tu mettais côte à côte à la fois tu disais en gros voilà, le côté salle de muscu, etc. et le côté nomadisme. Parce que c'est l'entrepreneuriat, donc l'entrepreneur c'est l'entrepreneur. Okay, la figure de l'entrepreneur comme étant la figure de l'homme qui a réussi, donc un aventurier. Moderne. Donc c'était bien pour bien comprendre le lien que tu faisais entre les deux. À la fois le fit physique, c'est notamment par les salles de fitness, la muscu. C'est l'adaptation physique, c'est-à-dire normalement mon physique doit pouvoir me permettre de répondre à n'importe quel danger m'environnant, ce qui n'est pas forcément vrai quand vous êtes énorme d'ailleurs, parce que vous n'êtes pas très bon pour plein de trucs, notamment le sprint, mais c'est pas grave. Et l'aspect libéral, c'est je veux devenir un entrepreneur, et l'entrepreneur c'est l'anthropos de l'ère libérale, de toute la modernité. C'est pour ça qu'on a des présidents qui sont des entrepreneurs, Trump, Macron, etc. C'est pas un hasard. Ça, Pierre-Yves Gomez par exemple l'explique très bien. Au bout d'un moment, on confie les rênes de l'État à des gens qui réussissent parce que le modèle de la réussite de l'entreprise a grignoté petit à petit sur le prestige et les prérogatives de l'État. Donc l'entrepreneur, c'est l'anthropos le plus abouti et c'est aussi celui qui a l'argent, donc c'est celui qui a les filles, c'est celui qui a le prestige, etc. Mais c'est pas ça. En fait, un homme, on ne peut pas se satisfaire complètement de ça, quoi. Voilà. Et donc du coup, autre chose qui vient à l'esprit, est-ce que les vertus, c'est pas quelque chose d'universel d'un point de vue des deux sexes? En gros, les vertus cardinales, elles sont aussi vraies pour la femme. Et par exemple, lier la force à la virilité, c'est peut-être justement ne pas forcément comprendre peut-être entièrement ce qu'est la vertu de force. Parce que la force, finalement, enfin tu le dis d'ailleurs, c'est pas, mais ça touche davantage l'âme et le caractère que simplement la ténacité physique, quoi. Tout à fait, ça c'est très vrai. Les vertus, c'est aussi une affaire de femme. Bon, moi il se trouve que je parle aux hommes, donc je dis c'est aussi une affaire d'homme. Je ne dis pas que c'est seulement une affaire d'homme. Je dis que c'est aussi une affaire d'homme. Il se trouve que la racine du mot virtus, c'est vir, c'est l'homme. Bon, donc c'est quand même une affaire aussi masculine, ça nous concerne visiblement en premier lieu, peut-être pas en seul lieu, mais en premier lieu aussi. Et effectivement, la vertu de force, c'est le courage, c'est le nom qu'on lui donne habituellement. Et le courage, c'est évidemment y aller et tenir. Donc c'est d'abord une disposition d'âme, c'est une disposition intérieure, c'est une disposition, je dirais, immatérielle, quoi, si je puis dire. C'est pas lié à la taille des bras. Bon. Et les femmes sont très courageuses, elles sont très résistantes. Voilà. En général, elles ont moins de bouche que nous, mais elles ont plus de tenue, quoi. Ça, c'est une constante dans l'histoire humaine.
Et pour nous Français, ça nous met la leçon de temps en temps aussi dans l'histoire. Mais au demeurant, l'homme ne peut pas s'affranchir des vertus. Parce qu'on voit ce que ça fait, un homme qui s'affranchit des vertus, c'est pas très jojo. Au demeurant, vous avez raison, les vertus, c'est aussi une affaire de femme. Voilà, c'est partagé, en tout cas, ça c'est une partie qui est partagée. Et alors, du coup, moi, il y a une autre chose qui me vient un peu en tête. Est-ce que, d'une certaine manière, à notre époque, les terrains d'exercice, entre guillemets, de la force et de la virilité ne sont pas devenus finalement des choses extrêmement prosaïques comme typiquement la famille, comme des choses, on va dire, assez simples, parce qu'en fait, finalement, aujourd'hui, peu d'hommes sont amenés à faire la guerre, peu d'hommes sont amenés à partir sur un théâtre d'opération extérieure, et donc finalement, on se demande où est-ce que j'exerce concrètement ma force, ma virilité en 2024 ? C'est une vraie question et c'est certainement la source aussi de beaucoup de désespoir chez nos contemporains et de dépression, hein, et aussi de départ du pays peut-être aussi, que ce soit sac à dos pour aller tracer la route, que ce soit ailleurs pour aller gagner de l'argent et faire une carrière, parce que perdu pour perdu, autant que ça serve à ça. Voilà. Et c'est vrai que on est dans une époque qui est malheureusement pas très portée sur l'épopée. Et ça va en s'accélérant. Pour qui a connu le début des années 2000, c'était même politiquement des moments où il y avait quand même des espaces d'action, etc., qui existaient. On voit que 20 ans plus tard, c'est des champs... Tu fais quoi là en particulier ? Je sais pas, il y a eu tout dans la première moitié des années 2000, des mouvements patriotes, souverainistes, etc. Il y avait toute une émulation sur le plan de l'édition, sur le plan de la liberté de ton, de parole, etc. Alors ça chahutait un peu plus, c'était un peu plus physique, les confrontations, etc. Mais on voyait qu'à une petite échelle, il y avait encore des choses qui étaient possibles d'être vécues. Vous voyez, de l'ordre de l'épopée, de la bande de potes... voilà. Et ça, aujourd'hui, pour un tweet, vous faites sauter à 6h du mat par un psyg, et voilà, enfin, je veux dire, ça devient quand même très compliqué. L'époque devient compliquée pour vivre des épopées. On peut quand même les vivre. Il y a quand même des endroits où on vit des moments de camaraderie orientés à un but commun, typiquement le militantisme. L'armée, c'est ça aussi. Mais vous avez raison de dire que, et là, ça, c'est une bascule qui est importante qui peut être difficile, mais qui est importante aussi à accepter, parce que ça fait partie du paradigme. La vie de famille, prendre une femme, se tenir à elle toute sa vie, avoir des enfants, s'en occuper et en faire des gens véritables, des personnes véritables et des gens bien, faire un travail long et répétitif pour éduquer, pour soigner, pour protéger, quelle que soit la manière, etc. Ça, c'est un truc qui exerce non pas l'audace, vous voyez, du fait d'armes héroïques, etc., ce qu'on voit souvent, mais plutôt la ténacité dans le temps. Et c'est aussi un lieu, et c'est aussi, je pense aujourd'hui, beaucoup le lieu de la résistance, en fait. De la préservation et de la recréation culturelle, de la vraie culture qui est vécue en famille, dans un environnement qui est magnanime, qu'on rend beau, qu'on rend agréable, qui est nourrissant pour l'âme, pour tous ceux qui y viennent, pour les amis. Et réapprendre à vivre comme ça. Akimbe, qui est plutôt un type qui est marqué à gauche, même s'il a été influencé par D'Annunzio, donc qui n'est pas lui pour le coup à gauche, parler des zones autonomes temporaires, ça date des années 2000. Ça a été beaucoup repris par l'extrême gauche, mais cette notion de zone autonome temporaire, elle est intéressante parce que voilà, on recrée des moments où des choses véritables peuvent exister. La famille, c'est aussi un théâtre pour se battre et pour d'exercice de sa virilité, quoi, voilà. Paradoxalement. Et quand on dit ça, attention, il ne faut pas le réduire à une pastorale masculine désuète d'église, vous voyez, enfin... Qu'est-ce que tu veux... Enfin, juste pour clarifier ce qui parce qu'il y a très peu de propositions qui émanent du milieu catholique aujourd'hui aux hommes qui soient autre chose que navrantes, en fait, il faut le dire très simplement. Comme quoi, par exemple ? Je ne vais pas donner de nom, mais je veux dire, les soirées, si vous voulez faire adoration et boire des coups à côté, c'est pas une activité collective suffisante pour mobiliser des hommes pour qu'ils deviennent des saints, qu'ils soient prêts à mourir pour ça, vous voyez. Ça va pas suffire, en fait. Il va falloir trouver autre chose que se balader avec des pantalons roses, quoi. Bon, je suis un peu... abrupte, mais je trouve que la proposition n'est pas à la hauteur de la mission de l'Église catholique et de l'enjeu de l'époque. Voilà. La famille, c'est un lieu où on peut être un homme. Voilà. Alors pour ça, évidemment, il faut une femme qui soit une femme. Ça, c'est un autre enjeu, c'est pas l'objet du bouquin, mais c'est l'envers aussi de cette question-là. Il y a la question de la femme. Il faut des femmes véritables pour que des hommes véritables puissent l'être et puissent devenir autre chose que des monades tout seuls, des longtemps célibataires, comme on en voit beaucoup, très beaux, très intelligents, très musclés,
Voilà, mais ça donne quoi en fait? Ça devient quoi? On n'est pas fait pour se garder pour soi, on est fait pour servir autrui, quoi. Voilà. Et la famille, je rappelle quand même que les sociétés depuis tout temps, c'est deux choses, c'est la famille et le travail. On a une famille et on bosse. Voilà. Alors faut bosser, et puis une famille, c'est bien aussi, quoi. Voilà. C'est un truc d'homme. Voilà. Et du coup, je rebondis sur ce que tu disais, c'est quoi une femme qui permet à un homme d'être un homme? Ah, ça c'est une autre question. Bon, Edith Stein dit des choses intéressantes. Il y a un très beau volume de ses cours et conférences qui a été réédité par Hatsolem et Ocerf. C'est les cours avant sa conversion, avant qu'elle devienne carmélite, religieuse, je crois que je ne fais pas d'erreur. Elle dit que l'éthos de la femme, c'est de prendre soin. Prendre soin. Moi, je crois qu'une qualité fondamentale chez la femme aujourd'hui, je m'en rends compte, en fait, il faut aller à des choses simples. Je crois que la qualité fondamentale, ça peut servir à nos auditeurs qui cherchent une femme, c'est qu'elle soit tournée vers autrui. Enfin voilà, qu'elle soit quelqu'un d'ouvert, vous voyez, et pas tournée vers elle-même. Il y a tout un encouragement de la narcissisation aujourd'hui qui, dans tout processus éducatif, doit être stoppé à un moment donné. C'est-à-dire, oui, tu es beau, tu es belle, tu es etc., incomparable, puis il y a un âge qu'on appelle généralement l'âge de raison, c'est 7 ans, on lui dit, bon, maintenant, tu deviens grand, il va se passer autre chose, quoi. Voilà. Il y a un temps pour tout. On a l'impression qu'on nous a plongé dans une ère de narcissisation continuelle, et quand vous êtes tourné vers vous-même et vers ce que vous voulez attirer, forcément, vous n'êtes pas prêt à vous donner et à donner quelque chose à autrui. Voilà. Non pas que la femme ait à donner et que l'homme ait strictement à recevoir, mais, et c'est là qu'on retombe sur le catholicisme, la Trinité, c'est pas trois dieux, contrairement aux accusations je vais être insultant, mais de niveau intellectuel quand même assez bas, qui sont faites régulièrement. La Trinité, c'est une circulation, c'est une cession réciproque. Donc c'est une relation, c'est un nom réciproque, et pour ça il faut des gens aptes à se donner. Voilà. Je dirais que la qualité fondamentale d'une femme, la première, c'est l'ouverture de cœur et le fait d'être tournée vers autre chose qu'elle-même. Et ça, à mon avis, c'est fondamental. Alors c'est marrant ce que tu dis, parce que moi c'est une question que je me pose souvent quand on parle un peu de ces sujets-là, de vertu, d'excellence, etc., de qu'est-ce qui distingue quand on l'approche ces sujets-là, l'homme de la femme, etc. Ouais. Et alors il y a une idée en fait qui vient pour le coup d'un auteur qui n'est pas chrétien, Juif Evola, mais qui a écrit un livre qui s'appelle La métaphysique du sexe, et en fait c'est un peu sur une méthode platonicienne, c'est-à-dire qu'en gros il essaie de dégager des essences en quelque sorte du masculin et du féminin. Ouais. Et si je dis pas trop de bêtises en essayant de restituer sa pensée, même si c'est beaucoup plus complexe que ça, mais c'est-à-dire qu'en fait finalement, homme comme femme, ce qui nous accomplit le plus de notre essence, c'est le sacrifice. C'est amusant d'ailleurs qu'un auteur non chrétien dise ça. Et que l'homme, c'est le sacrifice tourné vers l'extérieur, et la femme, le sacrifice tourné vers l'intérieur. C'est-à-dire qu'en fait, elle se sacrifie pour ceux qui souffrent auprès d'elle, de sa manière. Donc en fait, l'enfant, mais même aussi l'homme blessé. Enfin voilà, bon, ça peut avoir un côté un peu romantique de le résumer c'est pas faux, comme ça en 2 secondes. Mais voilà, je sais que c'était une... Je sais pas ce que tu en penses, mais... Ouais, c'est... Là, ça rejoint un peu ce que tu dis d'ailleurs, mais... Oui, et évidemment que l'homme, il est naturellement... Edith Stein, elle le dit très bien. Il y a un chapitre qui est assez drôle, parce qu'elle prend l'homme et la femme, et elle dit pour les deux, elle a dit les aptitudes premières, etc., et elle dit tout l'envers du drap, c'est-à-dire attention, les tours que ça peut vous jouer. Par exemple, elle dit la femme, elle est tournée vers la préservation, le soin, etc., notamment de la famille, de ce qui est à l'intérieur du foyer. Mais elle dit, elle peut avoir tendance à accaparer, à mettre la main sur les choses, sur les gens, que son horizon se limite à la stricte domesticité. Ça en fait qu'elle en devienne acariâtre, à proguin, contrôleuse de tout, etc. Voilà. Et elle dit au contraire l'homme il a plutôt un pied à l'extérieur. C'est pas comment dire, elle exempte pas la femme d'avoir une activité extérieure. Il faut lire Edith Stein, elle dit ça très clairement. Elle dit l'homme, il a plutôt une activité qui est tournée vers l'extérieur, etc. Mais son problème, ça va être l'activisme. Et il va délaisser sa maison va s'effondrer, et puis un jour il n'aura plus rien, etc. Donc ça c'est très intéressant. Mais que l'homme soit plutôt tourné vers l'extérieur et la femme plutôt vers l'intérieur, sans exclusive qu'une femme puisse avoir une activité extérieure, qu'on ne commence pas à nous faire un mauvais procès, ou vice-versa, qu'un homme soit capable d'intériorité, sinon on n'aurait pas de Chartreux, vous voyez, par exemple. Je pense qu'il en remonte en beaucoup de gens en termes d'intériorité. Et ça, c'est un fait. Voilà. Et si c'est Evola qui le dit, on ne peut pas dire que c'est faux, parce que c'est Evola qui le dit, c'est très bien, quoi. Ouais. Et alors, une autre un peu question qui me vient en tête, c'est tu fais un petit peu des griefs de ta manière à l'Église de ne pas tenir un discours qui serait à la hauteur des enjeux contemporains, d'une certaine manière, sur cette question
tout simplement de l'existence vertueuse en tant qu'homme. Est-ce que tu peux... il ne s'agit pas en soi ici d'attaquer qui que ce soit, évidemment, c'est pas ça, je te demande pas, c'est pas ce que je te demande, mais c'est plutôt peut-être qu'est-ce que tu expliquerais en quelque sorte dans le fait que l'Église peut-être actuelle est un train de retard là-dessus ou ne dise pas correctement les choses. Okay. Il y a un fait qui est notable, c'est que l'Église catholique de Rome traverse actuellement une crise majeure. Okay, c'est pas la première fois que ça arrive. Colosimo, qui a écrit un peu là-dessus, qui dirige les éditions du Cerf, dit que, grosso modo, il y a une crise majeure tous les 500 ans. Donc, 5e siècle, tout ce qui tourne autour de la christologie, donc toutes les hérésies christologiques, 11e siècle, l'investiture spirituelle temporelle, 15e siècle, la réforme protestante, quand même, crise majeure. Et puis aujourd'hui, on a une crise qui est à la fois une crise de mœurs, ça on le voit, une crise doctrinale, on le voit aussi, et une crise fondamentalement de foi. En fait, voilà. Comme l'Église va mal, ça ne nous aide pas à aller bien. Et malheureusement pour la France, si l'Église allait mieux, peut-être qu'elle pourrait aider la France à se refaire, mais vous voyez, aujourd'hui, il y a deux choses importantes, la France et l'Église de Rome, et les deux ne vont pas bien, donc c'est pour ça que l'avenir est un peu sombre, mais il n'est pas désespéré pour autant. L'Église n'allant pas bien, forcément, elle ne peut pas être très au clair sur des questions importantes. On ne va pas faire un procès de Vatican II, etc., il ne faut pas rentrer là-dedans en compagnie. Le processus moderne, il a commencé à 500 ans, c'est un processus de long terme. Mais grosso modo, le modèle de la modernité, il est finissant. Alors on arrive, ça peut toujours durer 30, 50 ans ou 80 ans de plus, hein, c'est rien à l'échelle de l'histoire, mais on arrive vraiment c'est un modèle qui périclite. On le voit, c'est comme un corps inanimé, ça finit par se désagréger, tout simplement. Bien. Là-dedans, l'Église devrait avoir, elle qui est gardienne de la vérité, anthropologique, c'est-à-dire philosophique, des anciens, des antiques, et en même temps complétée par la révélation, et qui a à son service des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'intelligences éclairées par la foi qui, pendant des années et des années, et des siècles, ont produit, compris, expliqué, posé des choses que l'Église a patiemment tamisé, ce qu'on appelle aujourd'hui la tradition du magistère. C'est en fait la vérité de la vie humaine, la vérité de l'homme, la vérité de son devenir. L'Église qui est dépositaire et gardienne de ça devrait être aujourd'hui la première enseignante. Voilà. Et elle est, je suis désolé de le dire, à la ramasse. Voilà. Alors, c'est pas grave parce qu'il nous reste le magistère. Heureusement qu'on a une tradition, heureusement qu'on a des choses qui sont fixes et qu'on n'est pas dans un truc où il n'y a pas de centre de régulation, comme dit Claude Tresmontant, parce qu'on ne saurait plus à qui se vouer. Donc ça, il nous reste des textes, il nous reste les grandes lignes de la pensée de l'Église, etc. Ça va nous aider, ce sont nos bouées de sauvetage, ça va nous sauver, mais sur plein de questions sociétales, économiques, économique c'est plus marginal, mais vraiment sur des questions fondamentales, y compris anthropologiques, voire de l'ordre de l'avenir des nations. Le discours, en tout cas contemporain, qui n'est pas à confondre avec la pensée de l'Église, c'est des niveaux différents. Ce discours-là n'est d'aucune aide, en fait. Voilà. Et l'Église est une organisation hiérarchique. Toute organisation hiérarchique, Mao disait le poisson pourrit par la tête, vous voyez, disons que si ça commence par pourrir par la tête, le reste va suivre. Il le disait pour autre chose, mais ça marche aussi pour ça. Disons que s'il y a des problèmes à un moment donné dans une chaîne hiérarchique, comme il s'est basé aussi sur l'obéissance, tout simplement ça se répand, quoi. Voilà. Et les prêtres, il y a des prêtres très valeureux aujourd'hui qui font ce qu'ils peuvent. Je parle du clergé romain, latin, vous voyez, parce qu'il y a aussi l'Église d'Orient dans l'Église catholique qui ont d'autres types de problèmes, mais qui sont exemples de certaines querelles que nous avons parce que nous sommes des latins d'Europe de l'Ouest. Et il y a des prêtres valeureux, etc. Il y a quelques évêques courageux, mais force est de constater que l'Église catholique n'est pas au rendez-vous des grandes questions de son époque. Ça, on peut le déplorer, et il faut le dire, c'est une grande souffrance pour un catholique, quoi, voilà. Alors, dans ton travail, tu évoques effectivement cette question donc, des vertus à retrouver pour redevenir un homme, et on n'a pas fini d'en parler puisqu'on finira un petit peu notre émission sur les conseils que tu donnes pratiques, mais tu expliques que finalement ton intention ultime, elle a aussi une dimension politique, au sens noble du mot, qui est de refaire
finalement une élite, de la reformer parce que de sa manière, l'homme est la condition sine qua non, enfin le fait qu'il y ait des hommes qui soient des hommes est la condition sine qua non d'un retour possible, on pourrait dire, du bien commun, d'une civilisation, etc. Alors est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer à nos auditeurs ce que tu entends par là? Tout à fait. Ce sont les hommes qui font l'histoire. Okay, Platon est un génie, mais Platon avait tort quand il pensait que c'était les idées qui gouvernaient le monde. Okay, Marx a élaboré un système extrêmement complexe et qui permet de comprendre aussi beaucoup de choses de l'économie contemporaine, mais Marx avait tort quand il pensait également qu'il y avait un sens de l'histoire inéluctable, etc. Le monde, votre environnement, même immédiat, prend une tournure en direction du bien ou du mal, en fonction de l'homme bon ou de l'homme mauvais que vous êtes plus ou moins en termes de proportion, et des actions bonnes que vous posez ou pas. Dit autrement, ce qui doit exister n'existe que parce que les hommes le font exister. Okay, si vous regardez autour de vous, ou si vous vous baladez en France, qui est un pays magnifique, vous passez d'une région à une autre, et qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez des paysages. Un paysage, c'est pas de la nature. Un paysage, c'est de la nature qui est façonnée par l'homme. Là, on a laissé un hameau, là, on a dévié la rivière, là, on a monté une église en dehors du marais, etc. C'est ce qui fait que c'est aussi beau. Mais c'est que du travail, ça. C'est que du travail. Vous voyez, une cathédrale, c'est du travail. Une université, c'est du travail. L'hôpital, c'est du travail. Vous voyez, tout ce qui a été créé, ça ne s'est pas fait comme ça. Ça s'est fait parce que les hommes se sont dit, nous avons une vision et une conception de ce qu'est l'être humain, l'homme, la femme, la famille, toutes les sociétés intermédiaires, la société et même le monde. Et nous l'avons parce que nous héritons des Grecs, des Romains également, tout ça éclairé par la révélation. Et nous ne devenons pas ni des Grecs, ni des Romains, ni des moyens orientaux. Nous restons des Celtes et des Francs, mais nous prenons tout ça ensemble et nous devenons quelque chose. Et ça s'appelle des Français, voilà, au bout du compte. Mais ça ne se fait pas tout seul. Et aujourd'hui, l'époque est bercée par des idéologies qui sont très néfastes parce qu'elles sont extrêmement diffusées avec des moyens extrêmement puissants. Le premier diffuseur, si je puis dire, en ce qui nous concerne, c'est l'Union européenne chez nous. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a, pour un catholique, je pense à la nécessité d'être souverainiste aujourd'hui. Même si on peut discuter de la nature du souverainisme, compris modernement, etc., pas de problème. Mais bon, là, la maison brûle, donc on ne va pas trop chipoter sur la taille des seaux. Voilà. L'Union européenne, entre autres, vous voyez dans l'Occident se déverser toute une idéologie matraquée qu'on appelle wokiste, qu'on appelle liquidité, du genre, etc. Ouais. Tout ça, ça a en commun quelque chose, c'est de se défaire ce qui est. Voilà. On a défait les sociétés, on a défait les frontières, on a défait des cultures en les attaquant, on défait les êtres humains. D'abord en les attaquant sur ce qu'on appelle leur génitalité, mais ça devient en fait leur sexualité. Vous voyez, et on arrive d'une société, on passe à des individus, et des individus, on passe à un individu, c'est-à-dire quelqu'un qui est atomisé en lui-même, qui à un moment donné se dit demain matin je serai vous voyez, je sais pas, une table basse, et puis après-demain je serai une femme alors que je suis un homme. Manque de peau, ça ne marche pas, il le devient, il se suicide parce qu'il se rend compte qu'en fait c'est l'horreur absolue et c'est un cauchemar dont on ne se réveille pas. Contre ça, la recette de la vie, c'est la substance. Vous voyez, c'est l'âme dans le corps, c'est la bonne santé. C'est la bonne santé du corps. Ça, les gens savent comment faire. C'est la bonne santé de l'âme. Ça, c'est les sacrements, c'est tout ce que j'explique dans le livre. L'initiation, les sacrements, la vie de prière, tout ce que l'Église nous propose depuis 2000 ans et qui est gratuit, qui est formidable. C'est vraiment la santé de votre principe le plus intérieur qui vous tient ensemble. Et puis, il y a les vertus, ça, c'est le tonus moral. Ça, c'est ce qui va vous donner la force de poser des actions bonnes ou mauvaises. Ça va être complété, évidemment, par la grâce, mais ça, il faut quand même cet édifice. Et moi, je dis, il faut refaire une élite d'hommes parce qu'il faut refaire des gens comme ça. Il faut refaire des gens qui soient des substances. Il faut refaire des gens qui se tiennent, en fait, tout simplement. Et je propose une méthode. On peut la compléter. On peut dire, oh, j'enlève ça, je mets autre chose. Ok, pas de problème, tant que ça fonctionne. Voilà. Et c'est un lieu de résistance. En fait, l'anthropologie, c'est pas le lieu du développement personnel pour soi-même, pour se faire plaisir, pour être bien, pour récolter des honneurs, de l'argent ou des femmes, ou même pour se narcissiser. Non, c'est l'acte premier de résistance pour pouvoir faire le bien dans le monde, parce que faisant le bien dans le monde, vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un qui est bien, et vous allez fonder une famille, et des familles ensemble, ben ça crée un réseau de familles, et puis vous allez participer par vos autres activités à des corps intermédiaires, et tout ça mis ensemble, parce que vous aurez une vision commune, et surtout parce que le Christ vivra en vous, ça fera une société refaite, qu'on appelle une chrétienté. Voilà. Et moi je dis simplement, je veux que la France redevienne une chrétienté, tout simplement.
Alors qu'est-ce que tu penses, la phrase du poète provençal Frédéric Mistral qui dit nous ne voulons pas, enfin il ne suffit pas, plus précisément, de faire une majorité électorale, il faut refaire un peuple. Ah mais tout à fait, ça c'est fondamental. Mais je dirais que politiquement, d'une manière pratique, c'est en termes concrets, avoir une majorité électorale, c'est aussi peut-être avoir la main sur les affaires du pays, parce que autant vous faites de la résistance quand vous éduquez bien vos enfants, vous faites l'école à la maison, ou que vous les confiez dans une école qui tient la route, etc., et que vous leur donnez des loisirs qui sont nourrissants pour eux, autant c'est quand même plus facile quand vous avez la main sur les leviers de l'État pour faire ça à l'échelle d'un pays, évidemment. Donc la résistance, ça se fait aux deux niveaux. Le combat politique qui vise à prendre le pouvoir, il est forcément nécessaire. Le problème, c'est que le pouvoir, il est un peu vidé de sa substance, parce que l'UE nous impose, juridiquement, à peu près tout ce qui se passe chez nous. Et ça, c'est un fait. Donc, je ne vois pas très bien comment on va s'en sortir, quand même, je veux dire qu'on aurait demain un président de la République ou un gouvernement formé avec des gens de chez nous, parce que sur le plan de la justice, sur le plan toutes les questions régaliennes, on a les points liés. Voilà, ta question, pardon, c'était En fait, c'était la phrase de Mistral qui dit voilà, oui. il ne suffit pas, voilà, ouais. Ce qu'il faut, c'est refaire un peuple. Donc ça, le combat politique, il est important. Mais refaire un peuple, c'est aussi important. Il y a un gros problème de dislocation des nations qui n'est pas du tout un phénomène spontané, hein, ça ne faut pas rêver, et des individus qui est problématique. On a une autre composante qui est le métissage, encouragé. Alors qu'à titre individuel, on a des préférences, etc. Ça, c'est pas un problème. Et nous, Français, nous savons, parce que nous avons des cousins dans les territoires et les départements d'outre-mer, et ça depuis quand même un certain temps, nous savons que les Français, ce sont différents peuples. Et qu'à l'intérieur même de la France métropolitaine, nous avons différents peuples. Et que ces peuples forment un peuple qui est le peuple français. Voilà. Le problème, c'est qu'on mélange tout et qu'à la fin, ça ne donne pas grand-chose. Vous voyez, c'est comme vous prenez tout votre frigo, vous le mettez dans un saladier, c'est pas bon. Parce que c'est pas comme ça qu'on fait une recette. Et c'est pas pour rien qu'en France, on fait de la haute cuisine et qu'on fait du luxe. C'est parce qu'on est aussi chrétien. C'est parce qu'il faut cette beauté de cette contemplation vraiment de la beauté des choses et de vouloir la magnifier par le travail humain qu'on arrive à faire ce genre de choses. Si vous n'avez pas ça, et donc si vous n'avez pas la métaphysique du christianisme, donc si vous n'êtes pas catholique en fin de compte, je laisse de côté la question de l'orthodoxie, vous ne pouvez pas faire tout ça. Et il faut refaire un peuple, mais là, un peuple c'est plein de choses, c'est évidemment une homogénéité culturelle. La culture en France, elle est forcément catholique. Parce que le catholicisme, c'est toujours de quelque part. Vous ne pouvez pas être catholique en l'air, ça n'existe pas. Vous êtes catholique d'ici. Comme vous êtes catholique breton, aussi. Et basque, tout en étant catholique français. Vous voyez, vous avez des saints locaux, vous avez des langues liturgiques locales, etc. Tout ça existe. Il y a la question culturelle, il y a la question ethnique. Hein. C'est un gros tabou, mais évidemment, il faut en parler. Et il y a la question de la vie du Christ dans les âmes, qui est fondamentale. Il ne faut pas confondre, et ça, Jean Borella, qui est un très grand penseur, si nos auditeurs peuvent lire Le sens du surnaturel de Jean Borella, c'est un très bon livre pour découvrir la pensée de Jean Borella, difficile mais un très grand penseur. Il ne faut pas confondre le feu et la lanterne. Voilà. Il y a un réflexe, on parlait du virilisme tout à l'heure, il y a un réflexe de crispation, de vouloir refaire quelque chose par l'extérieur. Ça peut être nécessaire à un moment donné, mais ce qui va nous refaire aussi comme peuple, c'est une culture véritable vécue ensemble, et c'est, si on veut vraiment une culture chrétienne, c'est que le Christ vive dans nos âmes. Et ça, je le dis à tout le monde, en fait, on n'a pas le choix, quoi. On ne peut pas juste être des jolies lanternes. Ça ne va pas suffire. Il faut qu'on soit des lanternes. On peut pas mettre des lanternes tachées ou cabossées, mais tant que le feu véritable vit dedans, et puisqu'on est juste après Pâques, on vient de sortir de l'octave pascal, ben, il faut que ce soit comme lors de la vigile pascale. On allume un feu, on le bénit, et on rallume le cierge pascal nouveau, et on rentre avec, comme ça illumine l'église qui était plongée dans l'obscurité, parce que le monde était plongé dans l'obscurité depuis 3 jours, et cette lumière, on se la passe. Et c'est à la fois le même feu, il est partagé par tous. Et l'important, c'est pas d'avoir des cierges, l'important, c'est d'avoir le même feu. Et c'est ce feu-là qu'il faut refaire brûler. C'est en vous, et parce que ça brûlera en vous, ça brûlera entre vous, et ça brûlera entre vous dans vos amitiés, dans vos familles, partout autour de vous, et dans votre pays. Et oui, il y a une dimension communautaire, mais la communauté élargie aux frontières d'un pays s'appelle la nation, quoi. Voilà. Et c'est ce qui, à mon sens, il faut refaire, quoi. Alors, justement, on en revient à des dimensions un peu pratiques.
Toi, tu parles d'une méthode, d'une recette. Est-ce que, alors évidemment, on invite tous ceux qui nous écoutent à acheter le livre, mais sans spoiler, on pourrait dire l'intégralité du contenu. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu sur ta méthode, sur tes conseils? Voilà, tu reproches du Sabayar, voilà, à l'Église contemporaine de ne pas forcément être à la hauteur. Qu'est-ce que toi tu lui proposerais d'une sa manière aussi? On l'a dit un peu plus tôt, mais la base de l'édifice masculin, ce sont les vertus. Voilà, c'est cette disposition qu'on acquiert en la pratiquant souvent, de manière répétitive, à poser des actions bonnes. On aurait peut-être dû le définir un peu plus tôt, quoi. Et Alors, si on peut, voilà, peut-être en dire un mot pour les moins, on va dire, formés philosophiquement de nos auditeurs. Une vertu, donc Aristote définit ça comme un acte bon. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un acte bon? En fait, ça se sait naturellement, il n'y a même pas besoin de le démontrer, c'est une sorte d'évidence. Et en gros, il faut, pour que ça devienne une vertu, le répéter tellement de fois, parce que c'est un peu plus dur de faire le bien que faire le mal, pour que ça devienne en quelque sorte une seconde nature. Tout à fait. Et on peut prendre des exemples ultra prosaïques, mais... voilà, on pourrait dire se lever le matin, voilà, au bout d'un moment, quand on a pris l'habitude de se lever quand le réveil sonne, c'est moins dur que la première fois, et on pourrait multiplier les exemples à l'infini, quoi. Parce que l'homme, il est dans le temps, et c'est un être d'apprentissage, et que tout se fait de manière, Claude Tresmontant dit épigénétique, c'est-à-dire qu'en fait ça se développe avec le temps. Voilà. Et donc forcément il faut le répéter, et c'est comme ça qu'on acquiert ces dispositions, et ces dispositions elles vont nous permettre d'agir bien, et on sait que c'est bien parce que ça nous fait devenir conformément à ce qu'on est. Et la marque qu'on devient conformément à ce qu'on est, c'est qu'on est heureux et qu'on se sent bien. Voilà. Alors peut-être juste dire un mot, parce qu'encore une fois, pareil, c'est jamais totalement acquis, même si effectivement, pour ceux qui ont fait la FIOFI, cette notion de bonheur, heureux, chez Aristote, c'est très clair, mais souvent il y a le contresens un peu classique de confondre le bonheur et le bien-être. Et le bien-être et le plaisir. Non, ça va pas forcément ensemble. Le bonheur, ça va vous apporter un contentement que le plaisir va vous apporter enfin, ça va être beaucoup plus fugace. En fait, véritablement, à strictement parler, le bonheur en cette vie, il n'y en a pas. Puisque l'Église nous dit que le bonheur, c'est la béatitude. La béatitude, c'est un mot compliqué pour dire un truc très simple. Après votre mort, ce qui fait votre corps aujourd'hui, c'est-à-dire la partie de matière, va rester sur Terre, dans un lieu de repos qu'on appelle un cimetière. Bien. Et votre principe d'information, ce qui tient tout ça ensemble et qui lui donne vie, qu'on appelle l'âme, va être uni à Dieu sans confusion. Il n'y a pas de fusion dedans, il n'y a pas de séparation non plus. Union sans confusion. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle le ciel, et ça, c'est le bonheur à viser. Alors évidemment, ce n'est pas automatique. Ceux qui accèdent directement, ce sont les saints évidemment, ce sont les gens qui se sont donnés les moyens. Il y a toute une préparation. Ça, c'est vraiment le bonheur final. Sur Terre, il y a des bonheurs qui participent de ce chemin-là, de cette tension vers le bonheur ultime. Voilà. Mais ce n'est pas la même chose que le plaisir sensible, et ce n'est pas la même chose que le bien-être, qui sont de l'ordre de la sensation. Le bonheur ne se joue pas dans la sensation, quoi. Si vous accomplissez un acte valeureux, courageux, et que vous faites couper un doigt, par exemple, au passage, au niveau sensation, ça va pas être terrible. Par contre, vous aurez le sentiment d'avoir fait ce que vous deviez. Je sais pas, si vous faites un stage terrain difficile, vous voyez, vous allez avoir très très mal physiquement. Ça va être très très dur de ne pas dormir et tout ça. Mais à la fin, vous serez heureux d'avoir accompli ce que vous avez accompli et d'en avoir la récompense que vous en aurez, vous voyez. Et ça, c'est pas du bien-être, c'est pas du plaisir. Ça vous fera pas plaisir, mais vous serez heureux et vous serez content de vous et fier de vous, voilà. Donc la vertu participe de ce chemin vers le bonheur véritable, qui est dans notre vie, mais ça commence aussi ici. Tout va bien, cette vie, elle est bonne. Voilà. Et après, écoutez, pour les autres ingrédients, on en a parlé brièvement. L'intelligence, c'est la capacité à faire le lien entre les choses, et surtout pour l'homme, à connaître sa finalité. C'est un peu comme une rando. Il faut que vous sachiez où vous devez aller pour pouvoir vous diriger sur la carte. C'est très simple. Si vous ne savez pas où vous allez errer. Et c'est votre intelligence qui va vous donner votre finalité, c'est-à-dire votre but. Et c'est votre but qui va commander le premier pas que vous allez poser, et puis le suivant, et puis encore le suivant. C'est comme avec une carte à nouveau, et puis si vous perdez, vous mettez un coup de boussole et vous voyez où vous êtes. Si vous avez fait une loose topo, pas de problème, vous remettez dans l'axe et vous repartez. La vie humaine, c'est comme ça, c'est des zigzags. Et donc l'intelligence, c'est très important. On l'a dit, l'homme, il n'est pas fait, parce que ça a été mentionné, il y a une tendance dans la création, à la fois, il y a de la création, il y a des choses en mieux, en plus, mais ça, on voit que c'est quand même beaucoup plus difficile à faire que de casser les choses, ou que les choses se détruisent. Ça s'appelle le principe d'entropie, le second. Et donc,
en permanence deux phénomènes à l'œuvre, la création et l'entropie, c'est-à-dire du plus et puis de l'usure. Voilà. Et donc pour faire du mieux pour soi, pour devenir soi-même meilleur et faire du bien à autrui, il y a une dimension d'effort à faire. Et c'est une dimension d'action physique. On ne peut pas rester comme un sage tout seul en haut de sa montagne, comme ça, en lotus. La vie humaine, elle n'est pas faite pour ça, quoi. Voilà. Il y a une dimension d'action, donc moi je repropose de réintégrer l'action comme étant une composante de la masculinité. Il y a l'intériorité, elle est très importante. On parle de faire, on parle de vertu, on parle de plein de choses. L'intériorité, elle est très structurante et c'est l'antidote aujourd'hui. En fait, c'est la botte secrète qu'il faut absolument développer parce que c'est ce qui donne toute la tenue intérieure. Je parle par exemple de l'oraison, qui est une méthode de prière très intérieure, que les chartreux pratiquent. Mais voilà, tout ce qui a trait au renforcement de votre vie intérieure, par la fréquentation des sacrements, par la vie de prière, par la fréquentation des Écritures, etc. Ça c'est très important, ça va vous donner cette colonne vertébrale invisible qui va vous faire tenir quand ça va souffler très fort. Et l'époque est au grand temps. Je parle aussi d'ascèse. Alors l'ascèse, on n'en entend plus beaucoup parler. L'ascèse, c'est la discipline, tout simplement. Vous voyez, vous regardez un sportif que vous aimez bien, il prépare une épreuve, les JO bientôt, ou un combat, qu'importe. Eh bien, il a une discipline. Il mange d'une certaine façon, il se repose d'une certaine façon, il s'entraîne d'une certaine façon. Il y a des choses qu'il ne fait pas. Il ne sort pas en boîte de nuit, il ne boit pas une bouteille de Jack Daniels, vous voyez, par exemple, parce qu'il a un objectif. Ben vous, ça doit être pareil. L'ascèse, c'est la discipline des athlètes de la vie. C'est valable pour le corps, c'est valable aussi pour l'âme, c'est valable pour l'esprit. Ça a la même racine d'ailleurs étymologique, grecque. Et c'est cette discipline qui vous permet d'élaguer les choses qui ne sont pas nécessaires, de garder ce qui est nécessaire par contre, et de vous passer du superflu pour avancer plus vite, mieux, plus léger et plus rapidement vers votre destination. Voilà. Je parle du catholicisme aussi, et ça il faut le rappeler, le catholicisme c'est une voie de transformation de l'homme. C'est une voie opérative. C'est pas juste un truc où on se dit « Ah ça c'est vrai, j'y adhère par mon intelligence », pas complètement, intégralement, mais au moins en partie. C'est une voie où bien sûr il y a ça ne se passe pas de l'intelligence, mais c'est une voie de transformation. Dieu nous transforme par le truchement de choses qui sont très physiques, qui sont les sacrements. Voilà. Et c'est une voie de devenir. C'est comme la vie humaine, on devient. Et bien, le catholicisme, c'est une voie de devenir continuelle et continuée. Et je rappelle un peu ça, parce que ça, c'est important de le rappeler aussi. C'est pas juste Dieu t'aime, c'est pas juste c'est sympa de se retrouver. C'est une voie de devenir, et c'est une voie aussi qui est paradoxale, parce qu'il y a des nuits, il y a des ombres, il y a des difficultés, etc. C'est pas toujours la joie, mais c'est vraiment la joie, pourtant. Voilà. Et je parle de résistance, c'est-à-dire de redevenir des hommes résistants, c'est ce qu'on a dit sur la lanterne et la flamme. Il ne faut pas confondre la belle lanterne, c'est important d'être une jolie lanterne aussi. On doit l'être, soigner, ce qui nous fait, la tenue, les vêtements, etc. Toutes ces choses-là participent de notre culture commune, c'est important. Et il faut par contre aussi savoir que c'est le feu qui est le plus important dans la lanterne. Voilà, je parle un peu de tout ça. C'est une proposition. Alors on va bientôt conclure parce qu'on est à peu près à une heure d'émission. Mais je voudrais te donner un peu le mot de la conclusion. Qu'est-ce que, peut-être, parmi ce que tu n'as pas déjà dit, parce qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes qui ont été dites, mais tu voudrais laisser peut-être à nos auditeurs comme piste d'approfondissement, de réflexion, de travail sur soi. De travail sur soi. Je vous envoie, plus que je ne vous renvoie, vers quelqu'un qui s'appelle Alexandre Diani-Navarre, qui a beaucoup travaillé sur les vertus à partir du caractère et des tempéraments. En deux mots, il fait une remarque très juste. Il dit, on fait aujourd'hui beaucoup d'accompagnement spirituel. Vous voyez, dans l'église catholique, on aime bien faire ça, avoir un dirspi. Bon, si vous ne prenez pas en compte ce que vous êtes, c'est-à-dire votre tempérament de départ, ce que vous êtes à la base, vous ne saurez pas quelle vertu prioritairement vous devez travailler pour pouvoir compléter votre tempérament, ce qui s'appelle le caractère. Le caractère, c'est ce que vous devenez par la culture des vertus. Mais tout le monde n'est pas égal. Vous avez des gens qui sont plutôt portés vers les choses physiques, d'autres plutôt vers l'intériorité, d'autres plutôt vers l'action, d'autres plutôt vers la contemplation. Et il faut équilibrer tout ça en vue de faire ce que vous devez de bien dans le monde. Et Alexandre Diani-Navarre parle de ça dans ses livres, mais si, pour nos auditeurs, vous tapez sur Google Institut du leadership vertueux, et vous avez sur ce site-là non seulement une liste de livres, de tableaux, de films très chouettes que vous pouvez lire, écouter ou contempler parce que ça va nourrir votre âme, mais vous avez un test de personnalité qui va vous donner déjà votre tempérament de départ. Lui, il prend un système à 4 tempéraments assez classique, mais c'est très instructif. Si j'avais un conseil final à leur donner, déterminez votre tempérament. Là-dessus, regardez à partir notamment des livres d'Alexandre Diani-Navarre, des vidéos de lui que vous pouvez trouver en ligne, ce que vous devez travailler prioritairement, ce sont vos axes, ce ne sont pas ceux du voisin, et ce sont les vôtres. Et attelez-vous patiemment
toujours avec beaucoup d'espoir, toujours avec beaucoup de patience pour vous-même et aussi de considération pour les efforts que vous faites. Ça c'est très important, tapez-vous sur l'épaule chaque fois que vous faites un truc bien, dites-vous que vous êtes un bon mec, parce que vous l'êtes, mettez un pied devant l'autre, devenez chaque jour un type un peu meilleur que la veille, et dites-vous une chose, c'est qu'il n'y a jamais eu d'autre recette pour faire des mecs bien. Voilà, et c'est ce que vous êtes appelé à être. Eh bien, merci beaucoup Greg. Merci à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à nous envoyer des messages pour répondre éventuellement à des objections, pour nous soumettre des objections, pour nous poser des questions. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci à tous, au revoir. Au revoir Greg, et encore merci. Merci Victor.